Bonsoir tout le monde. Je voulais aujourd'hui parler du scandale des galipettes pitoyables de Dominique Strauss-Kahn, mais avant cela, je voulais vous faire une lecture dans l'Encyclopédie politique française, tome 2, de faits et documents d'Emmanuel Ratier, ISBN 2 909 769 12 7, un gros pavé de 1000 pages, à la page 810, ou plutôt 811, Dominique Strauss-Kahn. Donc je voulais vous faire une petite lecture de toute sa carrière pour vous expliquer comment la voyoucratie dirige le monde, la plutocratie, la fin du siècle, la fin des temps. Je commence. Celui qui se voit déjà comme un Tony Blair français sera comme ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, 1992 après avoir été ministre délégué, un apôtre zélé du nouvel ordre mondial, de l'Europe monétaire et de la ratification des accords de Maastricht, jouant un rôle antinational identique à celui d'un Juppé au sein du RPR. Aux élections législatives de 93, il a été battu au terme d'une lutte acharnée par le RPR Pierre Lelouch dans l'8e circonscription du Val d'Oise. Il se remarie, lui en est à son 3e mariage, à la synagogue et à la mairie en novembre 91 avec la journaliste préférée des Français, Anne Sinclair. Finalement, je suis né avec Anne. Les vies cachées de DSK, c'est un livre qui contient cette affirmation. Finalement, je suis né avec Anne. Ce membre du siècle, le club Le Siècle, depuis 1990, tout comme sa femme, est alors introduit dans le petit cercle des puissances médiatico-politiques. Son témoin de mariage, qui a bénéficié d'une dispense spéciale avec non-publication des bans, BANS et Lionel Jospin, ceux de sa femme Elisabeth Badinter et Rachel Assouline, femme de Jean-François Kahn, Rachel Kahn. Les auteurs de Les vies cachées de DSK révèle que son épouse est une riche héritière. Son grand-père Paul Rosenberg fut un très important marchand de tableaux. Après la guerre, il devait réussir à récupérer la plupart des 200 tableaux qui avaient été saisis en 1940, à l'exception de L'étang aux nymphéas de Claude Monet, qui sera finalement restitué à la famille Sinclair le 29 avril 1999. On retrouve DSK au Forum économique de Davos dès 1993, et il figure rapidement parmi les éventuels premiers ministrables. Ses ambitions sont affichées. Je viens d'avoir 46 ans, avoue-t-il, au Monde le 7 mai 1995. J'ai 25 à 30 ans de vie politique devant moi, il est temps de commencer à construire. Après avoir perdu son siège spécialisé dans le lobbying européen, cet avocat d'affaires qui a conservé ses enseignements universitaires lance alors son propre cabinet de conseil, DSK Consultant. Parmi ses clients figurent Bouygues, Lamnef, EDF, etc., dont il est l'unique consultant. Le capital est divisé entre lui, sa nouvelle épouse, sa mère, sa fille, son frère et sa sœur. Cible privilégiée du consultant, les entreprises des secteurs de l'énergie, du nucléaire et des télécommunications. La ligne éthique que se fixe DSK tient en peu de mots. Pas de relation d'affaires avec des entreprises étrangères, ni d'intervention dans des affaires franco-françaises. Ces déclarations dans l'Expansion du 16 mars 2000. Il est vice-président fondateur et le véritable maître d'œuvre du Cercle de l'Industrie, lancé en 1994 et présidé par Raymond Lévy, ex-PDG de Renault, dont 90% des membres de grands patrons ne sont pas de gauche, mais sont venus là par pur opportunisme, à 200 000 francs la cotisation annuelle, cité dans Nouvel Obs du 12 juin 1997. Il regroupe le gratin hexagonal d'Aérospatiale à Thomson, d'Air Liquide à L'Oréal, de Saint-Gobain à Schneider et Danone. DSK rassure les patrons par sa bonne connaissance des marchés et des contraintes internationales. N'affirmait-il pas volontiers, peu avant la campagne électorale, que l'ouverture du capital de France Télécom était non seulement inéluctable, mais urgente? Cotisent également Vincent Bolloré, Jérôme Jaffré, Jean Gandois, Jean-René Fourtou, Serge Turuc, Lindsay Owen-Jones, Antoine Riboud, Louis Schweitzer, Edmond Alfandéry, Gérard Longuet, Ladislas Poniatowski, Alain Lamassoure, qui en deviendra le président en 1997, Jean-Pierre Fourcade, etc. Apprécié du patronat, il tutoie la moitié du CAC 40, chiffre d'affaires cumulé de Solobi d'élite, 1500 milliards de francs, cité dans l'expansion du 10 septembre 1998, article qui détaille ses relations patronales. Les locaux du cercle appartiennent à un assureur ami, Paul Recher, qui les mettra à disposition gracieusement durant un temps. Patron du public et du privé qui s'y croisent, Publicis ne s'interdit pas d'y voir un terrain de chasse potentiel. Un haut fonctionnaire de Bercy, Michel Collin, fait tourner la machine. Il rejoindra ensuite en 1997 le cabinet de Christian Pierret à l'industrie, puis sera nommé en mars 1998 trésorier payeur général des Yvelines. De mars 1993 à mai 1997, l'ancien ministre mène donc 3 existences parallèles totalement cloisonnées. La première comme simple conseiller municipal de Sarcelles et au PS, où il a succédé à André Gourand comme président de la commission des experts du Parti Socialiste. Véritable second de Lionel Jospin, c'est lui qui rédigera la motion assassine, Reconstruire la gauche, qui fera tomber le premier secrétaire du PS, Laurent Fabius. La seconde se tient derrière les portes fermées du puissant lobby français du Cercle de l'Industrie qu'il a créé avec une trentaine de grands patrons grâce à un réseau exceptionnel cultivé de son bureau
de son bureau de ministre. Elle se nourrit de dîners confidentiels autour d'invités influents, de missions discrètes à Bruxelles et de petits services, indique l'expansion du 16 mars 2000, qui rajoute « La troisième vie de DSK est secrète et rémunérée. Comme consultant puis comme avocat d'affaires, il traite de multiples dossiers confidentiels directement dans le bureau de président d'entreprises françaises. Ses contrats lui rapportent jusqu'à 2 millions de francs par an. Il est salarié de fait de 4 grandes entreprises, Alcatel, EDF, Cogema et Sofres. Même ses amis du cercle ignorent ses activités. Il est l'unique ordonnateur de ces 3 vies parallèles. Son assistante gère un agenda secret au crayon à papier à la gomme. DSK se lance dans un périlleux numéro d'acrobate, sans douter de ses capacités, ni de s'interroger sur ce mélange de genres qu'il est sans doute le premier dans ce pays à pousser aussi loin. Cette audace le conduira à commettre des faux pas qui décideront les juges à le mettre en examen, d'abord pour faux et usage de faux dans l'affaire de l'AMNEF, puis pour complicité et recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire ELF. Le même magazine précise par exemple qu'il reçoit 30 000 francs par mois d'EDF pour 2 ou 3 heures tous les 15 jours pour des discussions de stratégie d'entreprise et pour préparer des missions à l'étranger. Incroyable. Lorsqu'il rencontrera Gerhard Schröder comme officiel du PS, il enverra pourtant, selon la même magazine, à la comptabilité d'EDF 3 factures de plus de 100 000 francs chacune, qui s'ajoutent ainsi à ses propres honoraires mensualisés. EDF utilise également DSK sur des contrats difficiles à l'étranger jusqu'en 97. EDF lui verse au total environ 1,5 million de francs. La société dont il est l'unique consultant sera dissoute le 31 octobre 1994 et il se réinscrit alors au barreau de Paris le 8 novembre 1994, devenant avocat d'affaires par le biais de l'équivalence avec l'agrégation de sciences économiques qui lui évite de passer le diplôme d'avocat. Sur ses activités lucratives, on consultera également les conseils en or de DSK, l'Express 16 décembre 99, qui évoque les dérapages Jospin et les patrons, la double vie de DSK, Libération 9 décembre 99. Lors de l'élection présidentielle de 1995, il est le principal conseiller économique de Lionel Jospin et son porte-parole, apportant son expertise économique, tout comme aux élections législatives anticipées de 1997. À partir d'octobre 1995, il est chargé de mission auprès du premier secrétaire. Le 4 février 1997, il est reçu par la loge maçonnique Demain du Grand Orient de France pour parler sur les politiques économiques de la France et de l'Europe en question. Il faut savoir que les parents de DSK étaient les 2 francs-maçons. Européen et mondialiste convaincu à la manière des Fabiens britanniques, il plaidera durant la campagne électorale pour une interprétation des critères de Maastricht, dédramatisant l'hypothèse d'un déficit de 3,2% au lieu de 3%. En matière de dépenses publiques, il est également favorable à une politique de rigueur, même si pour lui la stabilisation doit se faire au regard du PIB et non de la loi de finances de l'année précédente. Recommandant une approche plus que pragmatique, voire néolibérale des privatisations, il souhaite alors une réforme de la fiscalité du capital et n'est favorable au passage aux 35 heures que pour certaines entreprises et sur 3 ans. Il est dans tous les domaines favorable à la flexibilité, c'est-à-dire au libéralisme. À Davos, en janvier 1998, il reconnaîtra par exemple, ce qui ne sera pas suivi des faits réels, que le passage aux 35 heures ne pouvait se faire qu'avec une modération salariale, voire avec une baisse réelle des salaires. Politis, 12 février 1998. Le 25 septembre 1997, dans Libération, il expliquait déjà 35 heures payées 39 heures, ce serait détruire des emplois. Mais déjà, en 1985, 13 décembre, dans l'Express, il avait révélé le fond de sa pensée. Très modéré sur le plan économique, je suis d'extrême gauche sur le plan social. Par la suite, il sera coopté au sein du groupe de Bilderberg, l'une des toutes premières associations mondialistes. Il figure notamment à la réunion de Bruxelles du 1er au 3 juin 2000. Le 1er juin 1997, il retrouve son siège de député à la 8e circonscription du Val d'Oise avec 63% des voix, battant le candidat RPR Michel Montaldo, Pierre Lelouch ayant préféré quitter le département, tentant de s'emparer de la mairie de Cannes. Il démissionne du Palais Bourbon au profit de sa suppléante Raymonde Le Texier, ainsi que de la mairie de Sarcelles au profit de son premier adjoint François Pupponi, étant devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sein du gouvernement formé par Lionel Jospin. À l'exception de Pierre Bérégovoy, dont il est la véritable antithèse par ses diplômes, sa formation, son brio et ses introductions, aucun ministre n'aura eu une telle autorité dans des domaines si étendus. Dans sa domination, il y a une forme, sinon de revanche, en tout cas de symbole, car Dominique Strauss-Kahn, c'est l'anti-Béré. Veut dire Bérégovoy. Les 2 hommes n'ont d'ailleurs cessé de croiser le fer alors que l'un régnait sur la forteresse Bercy et que l'autre présidait la commission des finances. Je saute quelques passages un petit peu inutiles. En effet, effectivement, connaître le goût de la puissance, titre des Échos du 3 février 1998, se considérant plus comme un chef d'entreprise libérale rationalisant l'industrie et dynamisant les administrations que comme un militant socialiste. Il a pour objectif de produire de la puissance. Il rêve de davantage de moyens pour le capitalisme français et européen, de davantage d'influence et d'efficacité pour l'État, davantage de rayonnement pour le pays. Son socialisme privilégiait la production par rapport à la redistribution et sa virtuosité intellectuelle compense l'expression inachevée de sa volonté politique.
et en réalité celle de Lionel Jospin. Mis en cause pour avoir vanté les mérites de la flexibilité au Forum économique de Davos en janvier 1998, il expliquera le 1er février « Je n'ai pas parlé de flexibilité, j'ai simplement utilisé la traduction en anglais du mot souplesse, flexibility ». Un chef-d'œuvre d'hypocrisie et de mauvaise foi, même si ses propos seront fort goûtés du patronat. Comme l'explique un membre anonyme du MEDEF, DSK c'est l'intelligent qui sauve le reste de la bande. Le Point, 11 octobre 97. Le Point encore, le 13 juin 98, évoquera DSK comme la droite de la gauche. Et le RPR Éric Raoult déclarera avec DSK il n'y a pas de guerre de tranchées idéologiques. En janvier 98, il s'autoproclame tête de la liste socialiste en Ile-de-France, il se verrait bien président de la région. Dans sa ligne de mire figure également la mairie de Paris pour laquelle il paraît être le candidat idéal. En janvier 1999, il décide l'allègement de la fiscalité des stock options, une mesure très prisée des cadres supérieurs et PDG des grandes entreprises. Comme l'indique l'expansion du 10 septembre 1998, il apparaît de plus en plus comme un économiste programmé pour nous gouverner, un dauphin de Lionel Jospin. C'est alors qu'éclate l'affaire de l'AMNEF, pour laquelle il est mis en cause par les juges Armand Ribrol et François Neher, pour faux et usage de faux à la suite des confessions d'un ancien dirigeant de l'AMNEF, Philippe Plantagenet, ex-trotskiste, qui conteste la réalité d'une lettre de mission adressée en 1994 à l'ancien ministre. Le ministre clé du gouvernement Jospin, qu'on dit déjà Premier ministre, si Lionel Jospin était élu président de la République, a reçu 600 000 francs pour des conseils au titre d'avocat, mais les modestes rapports sont antidatés, comportent des polices de caractère créées après coup, etc. Sans doute, Strauss-Kahn a-t-il péché par naïveté, à moins d'une fois encore, il n'est trop fait confiance à son talent, à sa force de conviction et à la protection que lui assure son aura de ministre surdoué, reconnu tant en France qu'à l'étranger. Nouvel Observateur, 4 novembre 1999. Il sera interrogé pendant 8 heures par les juges le 14 décembre 1999, finissant par reconnaître une accumulation d'anomalies. Autour de la perception de ses honoraires perçus en 1997, mais niera avoir voulu tromper la justice. M. Strauss-Kahn a été mis en examen pour faux usage de faux. Le Monde, 16 décembre 1999, avec un sous-article passionnant, une confidentialité inexpliquée autour des honoraires d'un ancien ministre. Le 2 novembre 1999, DSK démissionne de Bercy où il est remplacé par Christian Sauter. Ayant repris ses enseignements, il donne des cours à l'Institut d'études politiques de Paris au sein d'un département dirigé par son ami Jean-Paul Fitoussi et pour l'Institut de conjoncture au FCE, conseillant également un jour par mois le secrétaire général de l'OCDE Donald Johnston. Il remplace ainsi Jacques Delors. Il enseigne par ailleurs 3 semaines par an à l'université californienne de Stanford et multiplie les conférences de par le monde. Peu après, en janvier 2000, il est mis en examen une seconde fois dans le cadre de l'affaire Elf pour complicité par instruction donnée et recel d'abus de biens sociaux. Sa secrétaire Evelyne Duval avait été payée secrètement en 1993 par une filiale suisse de la compagnie pétrolière, sans contrepartie réelle pour le groupe Elf. En septembre 2000, nouveau scandale, le contenu de la cassette vidéo posthume, donc 3e scandale, d'un des principaux financiers occultes du RPR, Jean-Claude Méry, est révélé par Le Monde. La principale personnalité visée est Jacques Chirac, au titre d'ancien maire de Paris. C'est la confession d'un homme amer qui détaille les modes de financement du parti chiracien, notamment des commissions prélevées sur les marchés publics au terme d'un incroyable enchaînement. Les juges Armand Ribrol et Marc Brice-Foucault découvriront que cette cassette, qui aurait été particulièrement précieuse pour le déroulement de l'enquête, mais pas seulement, avait abouti dans les mains de Dominique Strauss-Kahn en avril 1999, lui ayant été remise par son ancien collaborateur Alain Belot, devenu avocat fiscaliste. Voir Le Monde, 28 septembre 2000, l'Express, etc. Ce dernier aurait pu avoir une motivation supplémentaire de fournir la cassette à son ancien patron. Il était alors l'avocat du couturier Karl Lagerfeld, pour qui il tentait d'obtenir un considérable allègement fiscal. Il obtiendrait 160 millions de francs. La thèse de la corruption serait finalement écartée par le parquet général de la Cour d'appel de Paris, tandis que celle de la concussion sera rejetée par Jean-François Burgelin. Tu m'étonnes. Ne demeurera plus dès lors dans cette affaire qui passionnera longtemps les médias et l'opinion. Le gouvernement est totalement déstabilisé, tout comme l'Élysée, tandis que les opinions favorables sur les hommes politiques ne cessent de se dégrader, que la soustraction de preuves. L'ancien ministre avait en effet détenu la cassette accablante pour Jacques Chirac, mais il affirmera toujours l'avoir perdue et ne pas l'avoir regardée. Il n'était donc pas au courant de son contenu et n'avait donc pas dissimulé de preuves à la justice. Alors là, ça c'est du très très haut niveau. C'est ce qui produira effectivement en décembre 2002 lorsque Maître Belot sera le seul prévenu poursuivi par la 11e chambre correctionnelle de Paris. Aux élections municipales de mars 2001, il figura en 2e place sur la liste du maire sortant de Sarcelles, François Pupponi. Il avait besoin de ces suffrages à ce soir et on peut dire que les Juifs de Sarcelles, 30% de la population, ont pleinement participé à la victoire de Dominique Strauss-Kahn. Pour mobiliser son électorat, il est vrai, rien n'avait été laissé au hasard. Le samedi veille du deuxième tour, le candidat avait rencontré les fidèles à la synagogue de Garges-les-Gonesse.
cité dans Tribune Juive du 12 avril 2001. Fin juin 2001, la procureure générale après de la Cour de cassation Jean-François Bourguelin, à la surprise générale, mettra un terme définitif à son éventuelle présentation devant la Cour de justice de la République à propos des conditions de règlement du dossier fiscal du couturier Karl Lagerfeld. En octobre 2001, il obtient finalement un non-lieu dans l'enquête sur les salaires versés par le groupe pétrolier Elf à son secrétaire en 1993. Le parquet de Paris ayant requis l'abandon des charges retenues à son encontre, mais pas contre sa secrétaire qui avait notamment omis toute déclaration fiscale. Les interrogations suscitées par ces interventions dans certaines dépenses personnelles de M. Strauss-Kahn, achat de fleurs ou billets d'avion, n'ont pas davantage suffi à constituer des charges contre l'ancien ministre qui a certifié avoir remboursé en temps et heure chacune des sommes utilisées pour son compte. Dominique Strauss-Kahn obtient un non-lieu dans l'affaire Elf Le Monde de octobre 2001. Le 7 novembre 2001, l'ancien ministre de l'économie sera finalement relaxé lors du premier procès de l'AMNEF. Certaines ne s'étant pas privées de critiquer l'action de la presse, le directeur de la rédaction de Libération, Jacques Amalric, devait alors signer son remarquable article du 15 novembre 2001, Dominique Strauss-Kahn, Libération et la justice, qui était précédé du surtitre, ce n'est pas parce que l'ancien ministre a été relaxé que les faits révélés par notre enquêtrice sont faux. C'est bien parce que notre enquête sur l'AMNEF menaçait dès le début de mettre au jour des pratiques peu conformes à l'éthique que l'appartement de notre collaboratrice a fait l'objet à l'automne 98 d'une visite, et elle-même et ses proches de filatures prolongées. Ce n'est cependant pas parce que la justice a jugé non condamnable les faits rapportés et avérés en ce qui concerne DSK qu'ils deviendront comme d'un coup de baguette magique moralement et politiquement acceptables. Sans contester les conclusions de la justice, nous persistons à penser que Dominique Strauss-Kahn s'est laissé aller dans son comportement, à un mélange des genres extrêmement regrettable pour l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur puis des Finances qu'il fut. Les extraits du jugement publié dans Le Monde du 9 novembre 2001 indique bien effectivement qu'il y eut des manipulations et erreurs, mais sans conséquences directes sur le montant des rémunérations et sa comptabilisation. Lui-même l'avait admis. Des erreurs dans la date, c'est exact, ce n'est pas très malin, et je ne sais pas quoi en dire, mais je ne vois pas le problème que cela pose. Certes, ce n'est pas très glorieux sur le caractère artisanal de ma production de factures, mais la seule explication, c'est l'erreur. Le Point, 5 octobre 2001. Au sein du Parti Socialiste, il s'appuiera essentiellement sur la fondation Jean Jaurès, que Pierre Mauroy lui a confiée pour tenter d'en faire l'équivalent de la Société Fabienne, le groupe Jospino, Grocardien Socialisme et Démocratie, Pierre Moscovici, Combadélis et Alain Bergogneau, et à gauche, en Europe avec Jean-Paul Huchon et Gérard Collomb, et une quarantaine de députés emmenés par René Rouquet et Pierre Bourguignon. En janvier 2002, il signe La Flamme et la Cendre chez Grasset, où il entend retrouver l'inspiration du socialisme et propose l'instauration des régimes présidentiels avec suppression du poste de Premier ministre, mettant ses idées au service du candidat à l'élection présidentielle Lionel Jospin. En réalité, il s'agit toujours d'un blairisme à la française inspiré par la London School of Economics et les Fabiens, avec un social-libéralisme mondialiste que l'on retrouvera par exemple dans La Troisième Voie face aux critiques d'Anthony Giddens et Tony Blair, édition du Seuil en 2002. Ce social-libéral, membre du club Vauban des époux Veil, sera le porte-parole de Lionel Jospin à l'élection présidentielle, infléchissant la ligne du candidat vers le libéralisme, ce qui l'empêchera de séduire le peuple de gauche au premier tour. Il expliquait ainsi, allant à l'encontre de plus de 100 années de socialisme, Télérama 13 mars 2002, j'ouvre les guillemets, je veux donc faire évoluer le capitalisme, mais je ne connais pas d'autre système économique aujourd'hui susceptible de fonctionner. Je ferme les guillemets. Il est réélu aux élections législatives de juin 2002. Le même mois, il devient secrétaire national du Parti Socialiste. À partir de février 2003, il préside le nouveau groupe de travail, un projet durable pour l'Europe et la Commission européenne, à la demande de son président Romano Prodi. Interviewé le 13 mars 2004 par Stéphane Paoli sur France Inter à propos d'Israël, il déclare « Je considère que tout juif de la diaspora et de France doit apporter son aide à Israël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est important que les juifs prennent des responsabilités politiques. Ensemble, dans mes fonctions et dans ma vie de tous les jours, à travers l'ensemble de mes actions, j'essaie d'apporter ma modeste pierre à la construction d'Israël. » Il prendra position pour le oui lors du référendum sur la Constitution européenne. Ébranlé par la victoire du non, François Hollande se rapproche de lui en faisant un membre de son premier cercle. Une biographie rapportant dans le détail ses débords judiciaires a été signée par deux journalistes de l'Expansion, Vincent Giré et Véronique Le Billon, Les vies cachées de DSK, édition Le Seuil 2000. Donc maintenant, après avoir fait cette lecture assez exhaustive de toutes les cabrioles judiciaires de DSK, pour comprendre à qui on a affaire, c'est le minimum je crois, maintenant on va parler de cette affaire DSK qui bouscule et qui tant de journalistes et de rédactions dans la partie 2 de cette vidéo. Burning, hey, Babylon is falling, oh, Babylon is burning, yeah. Red City of home, Babylon is burning.
après avoir lu la première partie de cette vidéo, c'est-à-dire l'histoire réelle, les détails de la vie de Dominique Strauss-Kahn, maintenant il est utile de revenir sur son scandale, hein, ses galipettes au FMI. Donc après la visualisation de la vidéo de Tristan Banon chez Thierry Ardisson, je me suis dit ça va pas du tout là, il a un gros problème, le Dominique Strauss-Kahn. Donc après la sortie de l'affaire d'adultère de Dominique Strauss-Kahn avec Piros Kanagi, la hongroise du FMI, responsable du département Afrique, donc il y a 6 mois au niveau du FMI. Bien sûr, Anne Sinclair a joué le jeu, hein, de l'équipe de Spin Doctor que lui a envoyé donc Paris, hein. On lui a envoyé 3 bouseux, hein, qui manipulent l'information, des propagandistes qui déforment la vérité et vont mettre le doigt sur des choses absurdes et inutiles en cachant le fond de la chose. Donc Agoravox a sorti la vidéo de Tristan Banon, qui a expliqué lors d'un dîner parisien au 93 Faubourg Saint-Honoré, donc chez Thierry Ardisson, Paris Première. Elle était entourée d'un panier de crabes, pour ne pas dire racailles, hein, mais c'est assez effarant. Il faut dire qu'Ardisson est très bien entouré, cette racaille. Donc ils étaient assez bien entourés. Elle nous a expliqué que Dominique Strauss-Kahn a essayé de la violer. Voilà. Elle a menacé de porter plainte pour viol, ça ne l'a pas du tout dérangé. Ils se sont battus au sol, bagarre générale, il lui a déchiré ses habits. Bon, elle a réussi à se sauver apparemment. Et elle a essayé de porter plainte. Elle est allée chez un avocat. Cet avocat, elle le dit elle-même, avait une grosse pile de dossiers contre Dominique Strauss-Kahn et qu'elle a eu peur de porter plainte parce qu'elle ne voulait pas se retrouver comme la seule personne qui a porté plainte et donc ne plus avoir de carrière, étant donné que ce voyou de Dominique Strauss-Kahn fait partie des Bilderberg, fait partie du club de l'industrie, du club Le Siècle, lui et sa femme et tous ses amis voyous de l'intelligentsia germanopratine et politico-médiatique parisienne. Donc maintenant, après avoir fait ça, on se balade un peu sur Internet et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout simplement des vidéos de Thierry Ardisson expliquant que tout le monde sait que c'était un singe en rut. Daniel Evenou chez Ruquier nous explique qu'il a essayé d'avoir des relations avec elle. Tout le monde sort ses petites confidences en nous expliquant que c'est un malade mental du sexe opposé. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez affolant quand on sait que le pouvoir qu'a ce genre de personnage et ça tombe exactement dans le schéma général des Illuminati et des partouzes, des orgies de Toulouse par exemple, de la franc-maçonnerie dégénérée toulousaine avec l'affaire de Patrice Allègre et du juge Roche assassiné. Enfin, ça rentre dans la marque du trou aussi, les orgies de la royauté belge, etc. Ça rentre dans un schéma, ça concorde parfaitement. Bien sûr, tout le monde, toute la classe politique, c'est assez effarant. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de la joute pitoyable de Dominique Strauss-Kahn et de Sarkozy qui lui disait que si c'était son étudiant, il n'aurait jamais commis cette erreur. Sarkozy qui s'énerve, sa gueule. En fait, tout ça c'est du pipeau, hein, puisque vous voyez là des photos où ils se font la bise, ils se régalent, ils font tous partie des mêmes clubs, Le Siècle, Bilderberg. C'est des copains en fait, hein. Je crois que c'est évident. Et donc, vous voyez à la télé toute la classe politique le défendre, de la droite à la gauche, tout le monde. C'est assez
effarant, assez impressionnant, quand il y a à peine Ségolène Royal a émis une petite critique de rien du tout, sinon tout le reste a défendu ce voyou. C'est quand même assez effarant. Alors moi je propose une chose, maintenant que l'on connaît sa maladie, moi je me dis, tout le monde cherche le père de l'enfant de Rachida Dati, moi j'ai une proposition à faire, voilà. J'ai une petite, pour faire avancer le schmilblick, voilà, j'ai une petite proposition à faire, mais bon, moi je dirais c'est DSK, mais après ça n'engage que moi. Autre chose, on a vu d'autres voyous, d'autres racailles défendre DSK, notamment Roland Quérol chez Calvi, chez ce dégénéré de Calvi encore, cet incompétent notoire, il expliquait le plus simplement du monde, très gentiment, très simplement, que question d'éthique peut-être, on peut critiquer DSK, question de droit, oui, pourquoi pas, là oui, si on pourrait, mais au niveau des comportements, c'est un comportement privé, je vois pas pourquoi on le jugerait, on le condamnerait. Alors moi je pose une question, une simple petite question à Roland Quérol. Monsieur Quérol, si c'était avec votre femme qu'il avait fait ces galipettes, est-ce que vous aurez le même comportement, espèce de dégénéré? Voilà, c'est ça la question, la seule et unique question qu'il faille poser. C'est que si Dominique Strauss-Kahn fait ça avec des étrangères, ça ne vous dérange pas puisque c'est un copain. Maintenant, j'aimerais savoir si vous garderiez le même aplomb, le même calme, la même sérénité si c'était votre propre femme. Voilà. Et je crois que non, d'accord? Voilà, ça c'est clair. Alors bien sûr, tout le monde sort sa petite phrase, oui, c'est l'homme de la crise pour sauver le monde, c'est l'homme du FMI. Je vous fais remarquer que dans le logo du FMI, il y a un tablier maçonnique sur le logo du FMI, qu'on voit à l'écran, c'est assez parlant, il n'y a pas de doute à avoir. Et bien sûr, cet organisme international scélérat qui est le résultat de la Seconde Guerre mondiale et donc des projets de la dégénérescence maçonnique, il n'a servi qu'à tuer des gens, à assassiner des présidents qui ne voulaient pas s'agenouiller à leurs conditions. Et il suffit pour s'en convaincre encore une fois de lire le livre de John Perkins, Confessions of an Economic Hitman. Autre défense assez pitoyable, c'est de Nicole Notat, ex-patronne de la CFDT, maintenant de Vigéo, l'organisme scélérat et hypocrite que vous croyez défendre le développement durable alors qu'il contient en son sein des entreprises criminelles. C'est du pipeau, encore de l'hypocrisie maçonnique à plein régime. Et donc vous avez Nicole Notat chez Ruquier samedi 25 octobre, qui, en répondant à la question de Ruquier, est-ce que c'est normal que Anne Sinclair accepte le comportement de son mari voyou, elle dit oui, tout à fait, elle aurait fait de même, voilà, c'est normal. Donc ce que Liane Folly a répondu, le plus simplement du monde, mais c'est pas possible, mais ça va pas la tête, vous êtes fous, mais jamais je n'accepterai ça. Pourquoi? Quelle est la différence entre Liane Folly et Nicole Notat? Elle est très très simple. Nicole Notat fait partie du siècle, comme Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn. C'est une amie intime de la famille. Ça, elle omet de le dire. Voilà, et donc quand on a un comportement normal, on n'accepte pas ce genre de dévergondage et de trahison, de haute trahison. Mais bon, chez les francs-maçons, la trahison, je crois qu'elle est innée. Elle est inhérente à leur fonction et à leur existence. Et pour mettre un terme une bonne fois pour toutes aux manipulations franchement médiocres et grossières de l'intelligentsia concernant le brillantissime DSK, je voudrais rappeler aux gens que ce DSK, qui était soi-disant le plus brillant des ministres de l'économie et des finances, et du budget, du trésor de la République française, je vous signale que la France, elle n'a plus de trésor. Elle a un déficit, une dette envers les banksters de 2500 milliards d'euros. Ok, 50 milliards d'euros par an d'usure, d'intérêt. Donc quand on a été aux commandes, aux manettes pendant 14 ans de gauche, puis 12 ans de droite, et maintenant 2 ans de Sarkozy, une année et demie,
qu'on a été aux commandes tout le temps, hein, et je ne comprends pas, et que la situation du pays est catastrophique, comment peut-on dire que ces gens sont brillants? Quel aurait été le superlatif si la France n'avait pas de dette et s'en sortait au niveau de la crise? Ça aurait été quoi? Le bon Dieu DSK, c'est ça? Bande de guignols? Alors, c'est très simple, c'est très très simple. Vous prenez la liste de tous les présidents, de tous les ministres de l'économie. Donc on va commencer au Bohemian Club, scélérat et voyou Valéry Giscard d'Estaing, 72 à 73 sous Mesmer, 1 ou 2 ou 3, en passant par Jean-Pierre Fourcade, Raymond Barre, Robert Boulin, Monory, Jacques Delors, trois gouvernements maurois, Pierre Bérégovoy, Édouard Balladur, Pierre Bérégovoy sous les gouvernements Rocard 1 et 2 et Cresson, Michel Sapin, Edmond Infanteri, Alain Madelin, Jean Arthuis, Dominique Strauss-Kahn, Christian Sauter, Laurent Fabius, Francis Maire, Nicolas Sarkozy, Hervé Guémard, Thierry Breton qui travaille maintenant chez Rothschild, Jean-Louis Bourlot ou Christine Lagarde qui est une sombre avocate dans ses zoos. On ne dit pas que ce type est brillant, on dit que c'est un voyou, surtout quand il se fait choper avec toutes ces affaires, notamment la cassette mairie qu'il dit avoir perdu, jeté malencontreusement dans sa voiture, c'est dire l'hygiène c'est assez extraordinaire ces comportements, hein, le faux le travail, enfin les fausses fiches de salaire de sa secrétaire de l'affaire Elf ou le faux rapport de la MNEF antidaté. Donc, quand on chope des gens comme ça, aussi médiocres, on ne peut pas dire qu'ils sont brillants. Surtout quand DSK a fait ses achats avec nous. Lorsque Dominique Strauss-Kahn, conseillé par son conseiller, j'adore les conseillers, il va nous faire croire aux gens qu'il va aller chercher un CD-ROM de John Coltrane à la FNAC, ou le CD-ROM de Zidane il va marquer pour passer pour un antiraciste, alors que ce type est un sioniste, est un apartheidiste, c'est un dégénéré d'une extrême violence. Voilà. Comment peut-on appeler ces gens brillants? C'est plus que des gens médiocres, c'est des gens sous-médiocres. Voilà, on a dépassé la bêtise avec ces gens-là, et vous avez la propagande télévisuelle qui vous dit que c'est des gens brillants. Alors, qu'on m'explique, comment peut-on être brillant lorsqu'on a perdu lorsqu'on a signé les accords de Maastricht, lorsqu'on a fait perdre à son pays le droit de battre monnaie, lorsqu'on a libéralisé l'économie à tel point qu'on voit la crise aujourd'hui comme elle est. Donc il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable, c'est ceux qui ont détruit l'économie qui aujourd'hui vont nous sauver avec un nouveau Bretton Woods. Bon, ben écoutez, si vous croyez cette version des faits, eh ben je pense que vous mériterez les soupes populaires qui vont bientôt arriver, et on vous demandera juste de vous munir d'un bon kilo de sel pour agrémenter votre soupe comme il se doit. Il faut rappeler aussi concernant Dominique Strauss-Kahn, sa fâcheuse tendance à appuyer et à soutenir l'entité sioniste criminelle et scélérate qui est l'Israël. Il a eu des déclarations, Emmanuel Ratier parle de déclarations radio chez Pascal Paoli, d'autres parlent de la revue Passage en 1991, d'une interview écrite. Dans tous les cas, ça n'a pas été démenti. Dominique Strauss-Kahn déclare, et il accrédite en cela la thèse du lobby juif, que les juifs devraient être tous avoir des postes politiques et travailler tous pour l'intérêt de l'entité sioniste, etc., etc. Donc, vu que Anne Sinclair aussi est une sioniste très très importante, très puissante, je me suis dit, j'ai fait le lien tout seul comme un grand avec le limogeage du président de l'entité sioniste pour viol. Apparemment, ces sionistes, ils ont des pratiques assez bizarres avec la gente féminine. Vous savez que le président israélien a été déchu de ses fonctions pour plusieurs viols de ce secrétaire, etc. C'est des chauds lapins. Autre chose qui rend la situation assez pitoyable, c'est que, comme je le disais, tout le monde a défendu Strauss-Kahn, et le FMI a décidé de le blanchir de toute action de, on va dire, pas de concussion, mais presque,
Donc elle n'a pas, Pieroz-Kanagi, reçu d'émoluments importants comme l'a fait Paul Wolfowitz avec sa maîtresse. Pas du tout. Donc il a été blanchi. Alors je vous explique ce qu'est le principe du Kali Yuga. C'est le matérialisme qui est au-dessus de la spiritualité. Et donc, alors je vous explique bien, le fait d'avoir été adultère, d'avoir été immoral, c'est pas grave. Par contre, s'il lui avait donné de l'argent alors qu'elle n'y avait pas droit, ça c'est pas bien. Il aurait été condamné pour ça. Donc tout ce qui concerne l'argent est capital, tout ce qui concerne la spiritualité, la morale, l'amour, la fraternité, ça c'est pas grave. Vous pouvez l'écraser, vous pouvez en faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc quand on a des gens comme ça, donneurs de leçons, c'est quand même c'est plus qu'hypocrite, on a atteint des sommets de bêtises. Il faut savoir aussi qu'Anne Sinclair a eu des déclarations extrêmement violentes envers les goïms que nous sommes. Pourtant, son mari, il adore fricoter avec les goïmettes, hein. Mais Anne Sinclair a eu une phrase assez violente envers les goïms dans un dîner avec Christine Ockrent, qui est la femme de Bernard Kouchner, disant qu'elle ne pourrait jamais se marier avec un goïm, avec un non-juif, puisque, comme tout le monde le sait, elle a eu comme mari Yvan Levaille, etc. Donc, Anne Sinclair nous explique que les juifs sont supérieurs aux goïms. On dit goy au singulier, goïm au pluriel. Donc les juifs sont tellement supérieurs aux goïms qu'il lui est inconcevable d'épouser un goy. D'accord, peut-être, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais le seul souci, c'est les juives, si elles sont toutes comme elles, on n'en veut pas non plus, nous, les goïms. On n'en veut pas. Parce que avoir aussi peu de fierté et d'honneur et d'amour propre, on n'en veut pas. Nous, on veut des femmes jalouses de leur mari, des femmes aimantes. On ne veut pas des arrivistes, des femmes qui n'ont rien à défendre. Voilà. Ça, je crois que c'est clair. C'est évident, n'est-ce pas, Anne Sinclair? Maintenant, je lui conseille de faire très très attention à son hygiène, parce que fricoter à droite à gauche avec des dizaines de femmes, je pense que Dominique Strauss-Kahn s'est transformé en IA, MST, à maladie sexuellement transmissible. Donc je lui conseille de faire très très attention à ce niveau-là, parce que c'est hygiéniquement très douteux un comportement pareil. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'affaire DSK. Donc c'est une situation assez grave, assez extrêmement grave, puisqu'il est censé être le présidentiable du PS. Il est censé détenir le pouvoir vous savez très bien que le FMI est l'arme, le bras armé du nouvel ordre mondial dégénéré Illuminati, franc-maçon. Et que ces gens ont beaucoup de pouvoir. Ils contrôlent la monnaie, ils contrôlent le fric. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le FMI a le droit d'imprimer de l'argent. Le FMI a le droit d'imprimer de la monnaie. C'est un droit que le FMI a, que lui ont donné les Rockefeller et les Rothschild. Donc ces gens sont extrêmement puissants. Ce n'est pas une blague. Voilà. Babylon is falling, oh, Babylon is burning, yeah. Red city of Rome, Babylon is burning. I see the time revealing, Babylon is falling. You and your ways of life, Babylon is burning.